Messieurs, bonjour. Bonjour Philippe. François Sabatino, bonjour et bienvenue. Nous vous recevons pour Talk DC, qui est la web TV de Data Center en transition. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bonjour messieurs, je m'appelle François Sabatino, donc je suis le président d'Eclairion, le site qui va bientôt ouvrir à Bruyères-le-Châtel et associé dans le groupe qui est propriétaire de ce projet. Parfait, bienvenue. Tout à fait. Et puis rappelons que c'est le premier site de ce type qui se crée en France et en Europe. Donc, Philippe. On a, je crois, une vidéo de présentation de votre projet qui est plus tout à fait un projet puisqu'il va sortir de terre. Vous aurez le temps de nous expliquer tout ça. On va peut-être commencer par regarder cette vidéo ensemble. Je crois qu'elle est suffisamment courte pour interrompre notre flux. Eclairion opère la première infrastructure française capable de répondre aux besoins exponentiels de données et de calculs exigés par les productions numériques de dernière génération. IA générative, Deep Analysis, Deep Learning, Metaverse, simulation, rendering, algorithmique de pointe. Entièrement dédié à l'hébergement et au stockage en container des équipements de High Performance Computing et de supercalculateurs, Eclairion s'engage sur 3 principes fondamentaux. La garantie d'une plateforme numérique souveraine, une modularité intégrale, une conception et un fonctionnement respectueux de l'environnement. Doté d'un haut niveau de sûreté, de sécurité et de cybersécurité, Eclairion apporte à ses clients toutes les capacités pour déployer leur production informatique de pointe avec la meilleure équation technique et économique. François, merci pour cette vidéo. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur les fondamentaux d'Eclairion, son ADN et en quelque sorte ses particularités? On pourrait résumer les fondamentaux. Il y en a 3 principalement, la puissance, la modularité et l'environnement. L'idée, le concept et le design aujourd'hui abouti d'Eclairion, c'était cette capacité à pouvoir réaliser un site capable d'accueillir une infrastructure, notamment d'IA et de simulation, toute la haute densité qui aujourd'hui prend une place importante dans le quotidien des uns et des autres, à l'intérieur de modules containers, avec une capacité à être rapide au niveau de la mise en place, d'être puissant pour répondre à l'attente des nouvelles infrastructures, mais en même temps en ayant une vision environnementale forte sur les 3 scopes, puisqu'on a souvent tendance à se concentrer sur l'usage et on en oublie parfois ce qu'on peut imaginer auparavant, et notamment la capacité à réfléchir sur la partie environnementale dès la conception, dès la construction, pour pouvoir accompagner un petit peu cette vision environnementale globale sur toute la durée. Avant que Yves Grandmontagne, mon partenaire et ami, ne vous tarabuste sur la notion environnementale, je voudrais revenir sur des mots-clés que j'ai entendus. J'ai entendu IA, j'ai entendu haute densité. Est-ce que vous pouvez nous donner des ratios mètres carrés puissance électrique par rapport à ce que l'on connaît d'un data center, disons, classique? Aujourd'hui, ce que fait Eclairion est complémentaire et totalement différent de ce qu'on peut trouver dans un data center. Pour vous donner quelques éléments clés, on pourrait imaginer qu'on est 10 fois plus puissant sur 5 fois moins de surface. Donc très clairement, on s'adresse à de l'accueil en colocation d'infrastructures de haute densité. Quand on dit haute densité, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur des infrastructures cloud classiques. Parfait. Yves, peut-être un focus sur ce qui nous préoccupe, Tout à fait, l'environnement. exactement, puisque François, vous avez accepté notre invitation dans le cadre de notre think tank Data Center en transition. On va repartir sur le projet, sur son origine. Il y a une volonté environnementale qui est très claire et qui s'exprime dès le début et qui s'exprime déjà dans la localisation du projet. Oui, alors en fait, il faut commencer par un peu la paternalité du projet. La paternalité, c'est l'idée qu'ont pu avoir notamment, je pense à Daniel Verbard, le commissaire général du CEA, qui
c'est le lieu Bruyères de Châtel du CEA DAM. C'est le lieu où on calcule la grande partie de l'armement. C'est le lieu qui a permis d'être un des premiers sites dans le monde à pouvoir faire du calcul en lieu et place d'essais naturels et avec des impacts environnementaux pas vraiment recommandables. Et donc l'idée est partie de là. Ensuite s'est rajouté le TGCC, la grosse machine qu'utilisent les industriels, puis Terratech, et puis en fait c'est créé finalement un pôle du numérique de la haute densité. Il manquait, si l'on peut dire, un petit maillon à la chaîne. C'est un acteur privé, souverain, qui soit en capacité, une fois qu'on a passé le cap de la R&D, qui est souvent hébergé dans des Gency ou sur d'autres machines de très grande puissance dont bénéficie la France notamment. Mais dès qu'on passe en production, ce qu'on appelle en production, là on rentre dans un cadre beaucoup plus privé, avec des exigences de sécurité, de souveraineté et de puissance. Et donc le projet Éclairion, à l'origine, l'histoire vient de là. Tout à fait, avec un double objectif, donc on l'a compris. Un, accueillir les infrastructures de calcul de clients qui ont besoin d'avoir une infrastructure spécifique, et en même temps avoir la relation avec les gros systèmes qui existent, qui sont sur le plateau de Saclay. Tout à fait. Du coup, vous avez choisi un terrain, on va parler un peu foncier, puisque ça fait partie de l'initial d'un projet. Donc le choix d'un terrain, une implantation spécifique sur ce terrain et une organisation sous forme de conteneurs qui est très orientée vers l'environnement. C'est vrai. Alors, l'avantage que l'on a, on parle souvent, et surtout en ce moment, depuis quelque temps, d'environnement. On peut soit le subir, soit comme nous en avons nous l'habitude dans nos différents projets, on peut être manager de cela. Donc ça veut dire un choix au travers des entreprises qui nous accompagnent, notamment en termes d'architecture, en termes du bureau d'études, pour pouvoir inculquer aux équipes et puis insuffler tous les jours le fait que le projet, oui, la modularité, oui, mais le respect de l'environnement, parce que ça se passe au quotidien, et donc ça se passe d'abord dans le design, pour répondre à votre question. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a un terrain de 4 hectares, donc à Bruyères-le-Châtel, juste en face le commissariat à l'énergie atomique, et on a eu cette opportunité de pouvoir créer un site qui est en lien avec la forêt du château de Bruyères-le-Châtel, où on occupe finalement 3 hectares. Il y a 1 hectare qui crée ce lien avec la nature, sur lequel on a prévu près de 2000 plantations, ce qui permet d'avoir un site qui reste encore vert malgré l'accueil d'infrastructures, mais également un design qui a été réfléchi pour essayer d'éliminer un maximum de béton, qui est quand même ce qui a aujourd'hui le plus d'impact au niveau carbone. Et donc tout a été fait avec un caillebotis métallique. 90% est déconstructible. Et les seuls bâtiments qu'il y a qui hébergent bien évidemment la partie logistique sécuritaire sont avec une majorité de bois et de verre, avec tous les agréments et tous les labels qu'on peut imaginer et qu'on est allé chercher pour véritablement s'inscrire sur une capacité à accueillir de la haute densité, à être à la pointe de la technologie, à être prêt pour la technologie de demain, et pour autant garder notre ADN et notre volonté de respecter l'environnement. C'est quand même un point clé, parce qu'effectivement l'impact du béton sur le bilan carbone est énorme. Vous auriez pu faire une coque béton, puisque vous avez de la très haute densité électrique. Vos 4000 m² pouvaient accueillir un bâtiment, j'allais dire, dans le schéma classique. Apparemment, vous êtes parti sur une conception inverse. Il y aura un minimum de bâtiments, mais l'infrastructure technique et technologique, elle est posée sur une plateforme, elle-même faite de matériaux recyclables. J'ai bien compris. Oui, je disais tout à l'heure, on peut manager cela. C'est-à-dire que ce qui peut paraître être une contrainte, si on ne l'a pas réfléchi en amont ou si on ne l'intègre pas dès l'origine, en fait, devient finalement
un capteur de bonnes nouvelles et de design disruptif et innovant qui fait qu'aujourd'hui, on a pu supprimer le béton, éliminer la plupart des routes, faire le minimum requis pour les bâtiments et dans des matériaux qui respectent l'environnement. Et après, se dire qu'on peut accueillir des infrastructures. L'avantage du container, bien évidemment, il est rapide, il est modulaire, il est réutilisable. Quand on fait une coque béton et qu'il faut la refitter, c'est fini, il faut tout casser. Là, le container, il se déplace. Ça veut dire qu'il a une deuxième vie, une troisième vie. Ça veut dire qu'on ne peut changer que ce qu'il y a à l'intérieur. Et la conception du design a été faite pour que chaque client partenaire puisse se retrouver dans ce qu'on appelle, nous, un village ambassade sur ce caillebotis métallique de 10 000 m², en pouvant prendre uniquement la surface dont il a besoin et en ayant une capacité à pouvoir alimenter en termes d'énergie, de refroidissement, uniquement selon le besoin. L'avantage aussi par rapport à une coque béton, dans notre réflexion, c'est que quand vous faites une coque béton, que vous accueillez 1, 10 ou 100 infrastructures à l'intérieur, dans tous les cas, la coque, il faut qu'elle soit refroidie, il faut qu'elle soit alimentée, il faut qu'elle soit éclairée. On n'est pas du tout dans ce modèle-là. On peut imaginer chez nous demain un client qui est à l'arrêt pour de la maintenance, le changement de baie, etc. Pendant qu'à côté, on a un client qui tourne à plein régime. Sauf que le client qui tourne en plein régime n'impactera pas le PUE et la consommation du client d'à côté qui lui est en pause, si on peut dire. Je vais te... Oui, c'est la parce que seule, mais- ce qui vient derrière cette réflexion, François Sabatino, vous avez commencé à l'évoquer, c'est que derrière, on est quand même sur de la haute densité, ce qui va nécessiter de la puissance, et de la très forte puissance, et en même temps du refroidissement. Le cooling est important, on le sait, sur ce type d'infrastructure. Donc là, on est sur une démarche qui est modulaire, ce qui est quand même assez étonnant. Oui, alors c'est également aussi, et c'est encore une fois la capacité à innover, j'ai envie de dire simplement par une réflexion en amont, c'est que on est totalement agnostique, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter à tous les modes de cooling, qu'il soit un choix, qu'il soit une contrainte par rapport aux infrastructures qui sont installées, ou qu'il soit finalement un nouveau mode qui existerait demain. On a 3 types on va dire de cooling connus, l'air, l'eau et puis l'huile. On s'est rendu compte dans nos études en amont que finalement ces 3 méthodes-là étaient utiles, existantes, positives, pleines d'avenir selon les usages. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, en fonction du modèle, en fonction du cas d'usage, comment est-ce qu'on peut adapter au mieux l'infrastructure du client pour qu'il puisse à la fois avoir le choix, mais en même temps qu'on puisse le guider et l'accompagner sur une capacité à être le plus efficient possible au travers notamment de ce mode de cooling. Quant à la puissance, pour répondre à votre question, il faut savoir que la puissance et ces infrastructures IT, on est quand même dans un schéma où aujourd'hui on va avoir l'opportunité, alors bien évidemment il y a tous les dérapages que l'on connaît, mais on a connu ça avec l'internet, avec les smartphones, avec le cloud, etc. Aujourd'hui dans les infrastructures d'IA et de haute densité, on a aussi une grande capacité à pouvoir supprimer des essais qu'on peut appeler réels. Je prends un exemple de crash test de voiture, je prends des essais de vol pour tester des ailes d'avion, etc. Tout ça va pouvoir être fait à l'intérieur des machines. Ça discute beaucoup sur quel est vraiment l'impact et quelle est vraiment la compensation. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si la haute densité est bien utilisée, de façon raisonnable et intelligente, elle peut consommer entre 5 et 10 fois moins que l'impact carbone qui est aujourd'hui la réalité sur certains essais physiques et réels. Tout à fait. Alors, dans le même temps, la modularité a une particularité, c'est qu'elle s'applique bien, je pense, à un autre phénomène qui est que toute cette partie d'infrastructure, haute résolution, HPC, IA, a une durée de vie relativement courte. Alors, plus précisément, les technologies évoluent à un tel rythme que les changements se font beaucoup plus rapidement que sur des infrastructures classiques. Donc, j'imagine que la question de gestion des fins de vie a aussi été intégrée dans votre projet. Elle a été totalement intégrée. Alors c'est vrai que quand un client souhaite changer son infrastructure, on peut
comprendre. Après, est-ce on s'est dit en travaillant sur les 3 scopes, est-ce qu'on est obligé de tout changer? Est-ce qu'on est obligé, comme ça se passe souvent aujourd'hui, de tout mettre à la benne à un moment? On est parti de ce constat-là. On a questionné nos futurs clients dans notre étude d'origine. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est surtout l'infrastructure, les baies, qui sont amenées à être changées par rapport à leur puissance, par rapport à leur capacité, à leur performance. Pour autant, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement tout ce qui est autour, la partie UPS, la partie cooling, etc., puisse perdurer, puisque ces infrastructures-là, par contre, ont des durées de vie beaucoup plus longues. Donc, on est parti sur ce module container qui aujourd'hui n'est pas une découverte, hein, on n'a rien découvert. Ça existe depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, les plus gros industriels français, les plus grands groupes ont des containers avec de la haute densité depuis très longtemps. Mais on s'est dit, ils l'ont ce qu'on appelle on-premise, ils l'ont chez eux. On va avoir du mal maintenant à pouvoir héberger un container en se disant qu'on a besoin du double de puissance dans 3 ans, qu'on a besoin des dernières technologies. Donc nous, on dit, vous pouvez changer les machines. Pour autant, le container, et le plus bel exemple, c'est notre premier container qui est arrivé hier sur le site, qui est un refurbish d'un container qui a été utilisé par un grand industriel français, qui a éprouvé son modèle, qui a fait les calculs dont il avait besoin et qui, au bout de 3-4 ans, a dit « Bon, ben, moi, j'ai fini mon étude, ma simulation, et au lieu que tout parte à la benne, on a eu cette opportunité de dire en fait, est-ce que ça reste une coque? Alors, c'est un container, pas dans l'esprit des gens, c'est pas un container maritime qui rouille au bout d'un moment qu'il faut jeter. Ce sont des containers qui ressemblent plus à des salles blanches. À un moment ou à un autre, on peut très bien les déshabiller, les rhabiller, les refiter. Et ça permet de donner une durée de vie qui est beaucoup plus importante qu'une durée de vie dans une coque. Il y a là un point clé parce que vous nous expliquiez en amont de cette émission, François Sabatino, que en fait vous vous adaptez. Alors les technologies de cooling et les technologies de compute elles-mêmes, vous êtes agnostique et vous allez, et c'est bien normal, au devant des besoins des clients. Mais même sur le niveau de résilience et de redondance, vous faites aussi un just-enough. Toutes les productions que vous hébergez ne sont pas des productions critiques. Effectivement, la règle dans ce métier, c'est d'être en capacité d'aller au maximum de ce que peut exiger un client. Donc c'est une redondance maximale, c'est du réseau telco sécurisé. Donc on a tout ce qu'il faut. Une quadruple adduction en termes de telco, une capacité à pouvoir faire du tiering jusqu'à 3, ce qu'on appelle 3+. On a cette capacité-là, mais la modularité nous permet demain de pouvoir, et aujourd'hui dans les demandes que nous avons, on en a certains qui nous disent « Attendez, nous on fait tourner nos modèles, mais si on veut pouvoir l'arrêter à certains moments. » Alors bien évidemment, si vous vous adressez notamment au milieu bancaire qui fait tourner ses modèles 24/24, qui est un réseau mondial, etc., vous êtes obligé d'avoir un niveau de service maximal. Mais vous pouvez aussi, à l'inverse, avoir une capacité à accueillir de la R&D ou de la production sur des modèles de haute densité qui n'ont pas ce besoin-là. On a cette capacité aussi dans la modularité. On pourrait même à l'intérieur d'un village client et à l'intérieur d'un modèle de client, imaginer être redondant sur des UPS et ne pas l'être complètement sur le calcul IT. C'est aussi cette capacité qu'on a eue dans notre design à pouvoir aller jusqu'à ce choix-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lève les contraintes et comment est-ce qu'on ne s'oblige pas à dire on fait quelque chose de super, mais qui n'est pas obligatoirement adaptable à tout. Une sorte de frugalité dans les options que vous proposez. Et finalement, Oui. sur les bilans carbone, le meilleur équipement, c'est celui l'équipement de trop dont on s'est passé finalement et qu'on parvient à éviter. Exactement. C'est cette capacité à pouvoir, avec le client, construire finalement son infrastructure, son espace, son niveau de service, sa consommation. J'irais même à dire, on a une référence aujourd'hui, le PUE, qui a assez vécu, qui sera certainement à remplacer, mais en tout cas, c'est cette capacité à pouvoir dire, je ne m'oblige pas à sécuriser quelque chose qui n'en a pas besoin, je ne m'oblige pas à faire tourner du froid si mes machines ne tournent pas, etc. Donc on l'a fait
à la fois dans le design, à la fois dans la modularité et à la fois dans le choix de nos équipements. Si je prends l'exemple des groupes de froid, où on est allé vers des groupes de froid de dernière génération, qu'on appelle à sustentation, qui permettent d'abord d'avoir beaucoup moins de frottement mécanique, donc moins d'huile, moins d'usage, moins de bruit, etc., mais qui permettent également, ce qui était très difficile dans la partie CVC, qui permettent également de réduire la puissance appelée, et que le groupe soit en capacité de le faire et que la consommation s'en ressente. Aujourd'hui, on était plutôt sur des modèles où même si vous avez besoin que 50% de puissance de froid, vous consommez plutôt 80 et le groupe n'aime pas que vous lui demandiez 50% de sa capacité. Ces groupes-là, de dernière génération, alors ça oblige d'autres investissements, ça oblige d'autres capacités à les accueillir. Et c'est justement cette modularité. Si demain, ces groupes-là devaient être remplacés à terme par une nouvelle technologie encore plus efficiente, on aura aussi cette capacité puisqu'il suffit de venir les chercher, de les déplacer avec une grue et de les changer. Oui, François Sabatino, ça c'est toute la partie, je dirais, apport de valeur que vous proposez à vos clients qui est important. Revenons justement sur une des notions, vous avez évoqué plusieurs fois les 3 scopes sur la partie environnementale. Or, le client, lui, il est intéressé par la partie scope 3 que vous allez lui apporter. Quels sont les apports de valeur des Clarion? Les apports avec les clients, c'est finalement, en fait, dans le scope d'usage du client, si on peut dire, on a souvent tendance à oublier ce qui est réfléchi en amont. Donc en amont, c'est la capacité à fournir de l'énergie qui peut être 100% renouvelable. C'est aussi ce qu'on offre à nos clients. C'est aussi cette capacité, on en parlera peut-être dans nos réflexions futures d'avenir, à réfléchir sur des modèles de production énergétique totalement verts sur place, parce qu'aujourd'hui les évolutions technologiques sont là. Et donc c'est cette capacité finalement à dire aux clients, c'est pas tant la puissance de votre infrastructure qui doit nous imposer de la consommation, du PUE, de l'impact environnemental, c'est plutôt de dire quel est votre besoin et en fonction de ça, comment est-ce qu'on construit autour. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une partie de l'infrastructure doit être avec un niveau de service maximal, d'autres non. Peut-être c'est la capacité à dire à certains moments je peux couper mes machines ou je peux être moins consommateur. En fait, toute cette réflexion, on a opportunité à la faire en amont puisque on est allé jusqu'à un niveau de mutualisation qui nous permet la dernière brique qui impacte le scope 3 de la construire avec le client et de lui donner aussi la capacité, à la fois la responsabilité et le management de ce qu'il souhaite à l'arrivée, à l'inverse de lui imposer en lui disant vous rentrez là, c'est comme ça, avec tel niveau de service et tel prix, et puis c'est tout. Là, il est aussi meneur et manager de l'impact qu'il va avoir au niveau environnemental. Juste une rapide aparté avant d'arriver peut-être sur une conclusion en vision de futur, où on a commencé à l'évoquer. Une aparté un peu plus originale sur la végétalisation du lieu. On sait qu'une des difficultés, c'est l'acceptabilité des data centers. Là, vous avez travaillé fortement sur l'intégration de ce data center au sein d'un environnement qui est celui du CEA. Et dans le même temps, vous avez également imaginé finalement la fin de vie du lieu, ce qui peut arriver aussi parce que les technologies vont évoluer, les besoins. Donc cette végétalisation. Oui, végétalisation et fin de vie, si on peut vous entendre sur ces deux sujets. Et la végétalisation et la fin de vie, en gros, ça démarre à l'origine par la volonté que l'on a eue. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on avait près de 10 000 mètres cubes de terre végétale qui devaient être déplacés. C'est très facile de la vendre, c'est très facile de faire circuler des centaines de camions. On a préféré plutôt s'entendre localement et on a déplacé cette terre sur un terrain municipal à côté qui a permis de pouvoir refaire vivre ce terrain qui était un petit peu en friche. Et ce sont des éléments comme ça qui sont assez simples. C'est pas juste pour dire, on n'a pas spécialement, j'en parle aujourd'hui, on n'a pas spécialement communiqué là-dessus. C'est pas pour faire du greenwashing, du marketing. C'est plutôt de se dire, à un moment, je peux me poser la question. Donc, j'ai de la terre à déplacer. Où est-ce qu'elle aura le meilleur impact pour tout le monde? Elle a un impact local et elle a un impact aussi carbone selon ce qu'on en fait et de combien on la déplace. Donc, ça a démarré de cette façon. Et après, on s'est dit,
bon, mais voilà, comment est-ce qu'on peut, et on a beaucoup travaillé, notamment avec les services de l'État, locaux, la mairie, la préfecture et tous les services, pour dire comment est-ce qu'on peut intégrer ce site, parce que finalement on est de passage et on vient s'implanter quelque part, donc on doit respecter un petit peu l'histoire, d'où cet hectare qui a été réservé à la nature, cette capacité à pouvoir mettre des haies qui sont à la fois défensives, parce qu'on est un site ultra sécurisé qui va être aux normes ISO 27001 et Doubli 901, mais en même temps de dire que cette végétalisation, elle peut servir à la faune. Et donc la faune va pouvoir circuler. Cette capacité, on a près de 2000 essences arbres qui vont être plantés. On a les premières qui ont été plantées aujourd'hui et qui, on aurait aussi pu mettre, c'est plus facile d'acheter de la tige et d'en mettre par centaines et de remplacer quand ça pousse pas. Les premiers arbres qui sont arrivés sont des essences locales. On a respecté aussi ça. On a travaillé avec un cabinet environnemental paysagiste. C'est un gros investissement, c'est un poste important dans notre investissement. Par contre, aujourd'hui, quand vous passez déjà devant, en fait, les arbres masquent déjà les plateformes. Donc, ils sont déjà à 5-6 mètres de hauteur. Ils vont prendre leur place. Au pied, il y a des haies, il y a des noues qui ont été opérées à l'intérieur. On a un espace parce que là aussi on peut vivre les bassins de rétention quoi comme une punition, et on peut aussi y mettre, comme on a fait, des chênes et des noisetiers autour et en faire plutôt un espace naturel. Donc on est plutôt parti dans cet esprit-là. On n'oublie pas non plus qu'on y travaille tous les jours. Et que donc c'est quand même beaucoup plus agréable. On a mis aussi l'accent, on a beaucoup on a quelques locaux sociaux qu'on appelle, qui vont permettre également aux équipes qui vont venir travailler pour nos clients de pouvoir être dans un environnement qui est performant et pas rentrer dans un espace uniquement industriel avec un alignement de containers. Et puis rappeler, et après ça je te laisse la parole pour la partie conclusion, rappeler que on est dans un environnement ici technologique qui est extrêmement poussé, qui est celui du HPC et l'IA. Donc vous êtes un espace de colocation, donc c'est à vos clients de gérer leurs infrastructures IT, mais malgré tout, vous avez mis en place les ressources pour les accompagner, c'est-à-dire que derrière, il y a aussi des hommes et des femmes. Donc peut-être un rappel là-dessus. Là aussi, on a souhaité pouvoir proposer une capacité où quelque part on peut avoir un industriel ou un groupe du CAC ou du SBF 120 qui dit « Moi j'ai mon container, ma machine, mon refroidissement, je sais ce que je veux, je sais comment le faire. Il va arriver avec son matériel. Nous on va être là pour lui proposer un espace sécurisé, souverain, avec la puissance dont il a besoin. Et de pouvoir l'accompagner ponctuellement s'il en a besoin. Ça, j'ai envie de dire, c'est le service 1. Et puis, on va pouvoir aller jusqu'au service 2, 3, 4. La capacité à pouvoir héberger un client européen, parce qu'on est souverain, d'abord français, mais aussi souverain européen. La capacité à pouvoir héberger des infrastructures d'un pays voisin et avoir cette capacité pour le client d'aller rebooter un serveur, de pouvoir hacker à sa place. Avec les équipes, on a des équipes de facility management, des équipes de sécurité et des équipes qui vont pouvoir intervenir sur l'infrastructure à la condition que le client le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de forcé là-dessus. Parfait. François Sabatino, vous avez commencé à évoquer le futur. Vous avez déjà un acquis avec ce long projet, mais vous ouvrez dans quelques semaines à peine. Est-ce qu'il y a déjà pour vous des perspectives d'avenir et des choses structurantes qui seront un peu votre retex, votre retour d'expérience sur Eclairion 1? Je ne sais pas, en termes d'énergie, de localisation, que sais-je, même de modèle de répartition des charges à l'intérieur de vos infras. Est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer là-dessus, si vous le voulez bien sûr. Alors c'est vrai que le Eclairion Paris Sud dont on parle est dans la bouche de pas mal de personnes depuis quelques semaines devenu l'Eclairion 1. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des Eclairions 2, 3 et on a un petit indice. Donc, c'est vrai que, en tout cas, c'est pas nous qui l'avons initié, mais c'est vrai que ce design, on se rend compte que c'est pas nous qui le disons parce qu'on ne se permettrait pas. Mais c'est vrai que tout, de la start-up qui fait du LLM jusqu'au plus gros industriel,
lorsque les gens visitent, cette souplesse, cette modularité et ce design avec une capacité à déployer des infrastructures rapidement, de façon sécurisée, souveraine, nous amène à être sollicités peut-être pour déployer d'autres sites. Bien évidemment, ce serait pas une grande douleur pour nous si on imaginait pouvoir en faire d'autres. On est aussi des entrepreneurs, des investisseurs, donc on adore ça. Donc bien évidemment, si on a cette opportunité, on le fera. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que en fait, la haute densité, elle est vraiment différente on en parlait au début, de ce que peuvent offrir les data centers. Et en fait, on est très complémentaires. Et aujourd'hui, dans les discussions que nous avons, on se rend compte que les data centers ont des demandes en haute densité qu'ils ne peuvent pas adresser de par leur modèle d'infrastructure et leur modèle économique. Pour autant, si nous, demain, on peut être une opportunité également pour eux de pouvoir héberger les machines à haute densité de leurs clients, on ne fera pas du cloud. Ce n'est pas notre métier, il y en a quelques-uns qui le font très bien, donc on n'a pas besoin de nous. Par contre, on est très complémentaires. Et quand on y ajoute l'évolution, le déploiement de toute l'IA générative dont on entend parler, la simulation et tous les domaines de haute densité, on imagine bien que Eclairion ne va pas répondre à la demande et à l'évolution d'attente de puissance. Donc on imagine notamment, alors on a une réflexion aujourd'hui, on se dit tiens, on pourrait pousser le bouchon pour aller peut-être vers des friches industrielles. Aujourd'hui, il existe des friches industrielles. On le fait dans d'autres métiers que l'on opère, où on s'est rendu compte que parfois on peut refiter, être totalement efficient, éviter beaucoup de béton et en même temps recréer quelque part qui est un peu à l'abandon aujourd'hui, utiliser finalement ce qui existe pour s'en servir et le revaloriser une nouvelle fois et avoir une création de valeur dès le démarrage d'un projet. Emploi de friches industrielles, modularité pour les clients, sur mesure pour être capable de ne pas suréquiper et donc d'avoir un bilan carbone allégé. Et des réflexions sur l'énergie, mais ça, c'est peut-être un peu... À suivre. On est peut-être un peu en avance de phase. On a de vraies réflexions sur l'énergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en capacité de gérer la meilleure consommation possible pour tous nos clients et puis pour le site. Demain, on va être aussi en capacité d'accueillir peut-être de la production locale d'énergie verte. En tout cas, il y a tellement d'évolution et d'innovation sur ces sujets-là qu'on a vraiment construit un site avec de grosses capacités, mais avec aussi la plus belle des capacités, c'est sa capacité à s'adapter à ce qui va arriver demain, y compris sur la partie énergétique. Ce qui va arriver demain, je propose qu'on en reste là, Yves. Exactement. On aura le Très plaisir belle peut-être conclusion. demain ou après-demain de revenir sur ces innovations encore dans les tuyaux et encore en perspective. François Sabatino, président d'Eclairion, je vois le calculer plus vite pour un monde meilleur. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci François. Merci.